le second moment cet après-midi de discussion des travaux de Bernard. Alors, comme vous pouvez le voir, on a 4 invités à cette table ronde. Je les présenterai en fait successivement. Je ne sais pas que je donnerai la parole à l'un d'eux, je les présenterai brièvement. On peut déjà vous donner leur nom et vous les découvrir. Et vous avez également sur votre feuille, à ma gauche, Thomas Mikils, à côté de Thomas, c'est Frédéric Sausset, ensuite Anne Barrère et Jean Demeurgue. Je crois qu'on peut vraiment les remercier parce que ces 4 collègues, qui à des titres divers, ont un certain nombre de compétences et d'expériences et d'expertise sur le sujet qu'on traite aujourd'hui, ont accepté de recevoir et de lire, il y a quelques semaines, l'ouvrage de Bernard Delvaux. Et on leur a vraiment demandé de se pencher en particulier sur ce qui a été exposé cet après-midi, donc la partie plus prospective et plus centrée sur l'institution éducative, et notamment sur l'infusante. Mais vous avez vu la richesse, vous avez vu la densité, vous avez vu la créativité de notre ami et collègue Bernard. Et donc, on a proposé aux intervenants à la table ronde de préparer un petit peu 2 questions qui vont structurer le temps de table ronde. En fait, la première question qu'on leur a posée est de dire, mais tiens, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous réagissez un petit peu à l'horizon, aux propositions d'institutions que nous propose Bernard, en particulier l'infusante. Mais l'infusante, c'est aussi la suite de la quête qui a été présentée ce matin. Et la deuxième question qu'on leur a proposée est de dire, mais tiens, en termes de processus de changement, comment est-ce qu'il y a moyen de cheminer pour faire advenir quelque chose qui ressemblerait peut-être à ce qui est proposé là? Qu'est-ce que vous pensez des propositions que fait Bernard dans son ouvrage, notamment dans la toute dernière partie qu'il a exposée tout à l'heure, sur les processus de changement, mais peut-être aussi à d'autres endroits d'un ouvrage incomplet qui fait déjà à peu près 400 pages et qui est déjà bien dense. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de prendre aussi le risque de débattre avec une proposition pour laquelle il faut un peu de temps, toujours pour bien la comprendre. Elle est dense et complexe. Et voilà, mais on va tout de suite commencer. Thomas, je vais te donner la parole à toi en tout premier lieu pour présenter Thomas Mikils. Thomas est philosophe, docteur en philosophie. Il travaille actuellement comme chargé de recherche auprès de Changement pour l'égalité, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui nous suivent en ligne, un des plus importants mouvements sociopédagogiques en Belgique francophone. Et une de tes fonctions majeures à CG est de coordonner des études dans le cadre du secteur de l'éducation permanente. Je vous invite d'ailleurs à lire la toute dernière étude qui est sortie chez CG et que Thomas a coordonnée, une remarquable étude qui est intitulée « Faire face aux difficultés, récit d'une école en milieu populaire ». Thomas est par ailleurs aussi chargé de cours invité ici à l'UC Louvain pour des cours de philosophie. Voilà. Mais donc sur la première question, Thomas, je te cède la parole. Il y a à peu près 15 minutes de temps de parole par intervenant à répartir sur les 2 questions qu'ils auront, donc 7 minutes sur cette première question. Merci beaucoup Vincent pour la promo. Et puis bonjour à vous. La première chose que je voulais dire, c'est au fond, j'ai essayé de prendre la lettre de mission de Bernard Delvaux au sérieux et j'ai essayé de me poser la question de qu'est-ce qu'elle nous permettait de penser à l'échelle de cité, c'est-à-dire d'une école, d'un État, d'une entreprise, d'un hôpital, de ce que Bernard Delvaux appelle cité. Et au-delà des aspects intéressants que j'y ai vus, c'est-à-dire remise en question du cadre, remise en question des finalités, remise en question des fonctionnements, j'ai vu 2 enjeux que j'aimerais bien évoquer avec vous parce que c'est des enjeux qu'il faut pour moi traiter si on veut aller plus loin. Le premier enjeu que j'ai vu, c'est un enjeu d'arbitrage. Pour moi, la lettre de mission n'est pas aussi cohérente que ce que Bernard Delvaux entend. En tout cas, je trouve qu'elle est source de pas mal de contradictions qu'il faut pour moi traiter si on veut aller plus loin. Contradiction de chaque item pris séparément, mais contradiction des items entre eux aussi. Un exemple, c'est l'égal pouvoir sur soi et l'égal pouvoir sur nous. Il est loin d'être évident que l'égal pouvoir sur soi va nécessairement de pair avec un égal pouvoir sur nous. Ça fait au moins 3 siècles facilement que les philosophes de la morale et de la politique s'interrogent sur les façons de concilier autonomie individuelle et collective. Et à mon avis, ça pose des questions importantes qu'il faut pouvoir régler si on veut avancer avec cette lettre de mission. Un autre enjeu pour moi aussi par rapport à cette lettre, c'est par exemple cette notion de grandir en humanité, ce que être humain veut dire. On voit que Bernard Delvaux l'associe à la joie chez Spinoza, on voit qu'il l'associe à la résonance chez Rosa. Quand on voit la difficulté que Rosa lui-même a à traduire cette notion de résonance en pédagogie, on se dit que c'est quand même assez difficile de manipuler justement ces notions
et que ça peut amener pas mal de dilemmes. Et je me dis comment aider, par exemple, dans des comités de bioéthique des hôpitaux, à régler des questions difficiles sur l'euthanasie, sur le droit à la vie, sur l'avortement et autres. Je me dis que ce serait quand même important ici de baliser peut-être davantage le chemin par rapport à cette notion d'être humain, de devenir humain, de grandir en humanité. Pareil aussi avec l'item, par exemple, ce sera le dernier que je prendrai, qui concerne la prise en compte des autres vivants. Je me dis que si on prend ne serait-ce que les animaux, on voit dans nos développements socio-historiques pas mal d'interprétations différentes de la place qu'on donne aux animaux. Attention à la souffrance simplement des animaux quand on les exploite, ou encore position plus abolitionniste où on dit qu'il faut tout bonnement interdire l'utilisation des animaux, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la recherche scientifique et autres. Bon, ben, comment on se dépatouille avec ça et comment on articule d'ailleurs ce souci pour les animaux à, disons, ben, le souci pour l'égal pouvoir sur soi et sur autrui, sur le nous. Voilà quelques enjeux. Et je trouve que ce serait important d'y réfléchir et peut-être aussi d'imaginer un ordre de priorisation entre ces différents items. On voit que beaucoup de penseurs des utopies réalistes comme Rawls, par exemple, proposent un ordre de priorité entre principe de justice. Et on voit comment Rawls passe pas mal de temps à essayer de justifier cet ordre de priorité. Je me dis qu'on gagnerait peut-être ici à aller plus loin dans cette priorisation, même si on voit qu'elle apparaît déjà un tout petit peu. On voit que l'humain est au-dessus, disons, de l'égal pouvoir, qu'il est au-dessus de la puissance. Bon, à voir comment affiner peut-être tout ça pour aller plus loin. C'est une première remarque. Et je me dis aussi que ça vaut pour l'enseignant en classe qui pense son dispositif. Comment intégrer cette lettre de mission, comment lui donner du sens concrètement dans le choix d'un dispositif en classe. Ben, voilà, ce serait une question difficile, je trouve, pour l'enseignant face à ce genre de lettre de mission. Ça, c'était pour un premier enjeu. Deuxième enjeu, qui pour moi est aussi important, c'est un enjeu de justice sociale. On comprend bien que Bernard Delvaux privilégie l'égal pouvoir sur l'égal puissance, et on comprend bien qu'une égale puissance, comme objectif, comme fin en soi, peut être problématique. Une course effrénée, cette idée aussi qu'une vie où tout est rendu disponible n'est pas forcément une vie qui nous donne davantage de pouvoir, mais qui peut aussi nous aliéner. Et pour autant, quand on regarde le type de pouvoir que Bernard Delvaux imagine, notamment un pouvoir plutôt politique, un pouvoir de prendre la parole, d'être en capacité de s'exprimer dans des débats publics, dans des assemblées citoyennes, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à penser davantage des conditions requises pour que précisément cette parité participative à la vie sociale puisse apparaître. En fait, c'est un même reproche que j'adresse aussi aux approches participatives de la démocratie. Beaucoup d'auteurs disent qu'il suffit de participer pour apprendre à participer, qu'il suffit de délibérer pour être en capacité de délibérer. Et je trouve que c'est assez insuffisant. Quand je vois la difficulté qu'ont des maires, par exemple, à rejoindre des conseils de participation, difficulté à prendre la parole, à défendre des positions, à interroger le cadre, quand je vois aussi les difficultés qu'ont des enseignants dans des processus d'élaboration de plans de pilotage, à interroger le cadre aussi, à se demander s'ils ont le droit de s'exprimer, de contester certaines idées qui sont mises en avant, ben je me dis que ce n'est pas acquis, cet égal pouvoir, et je me dis qu'on gagnerait à thématiser peut-être davantage ces conditions. Un chemin peut-être, c'est notamment le chemin que Nancy Fraser propose. C'est une théoricienne de la justice sociale qui se donne pour critère principal un critère de parité participative à la vie sociale. Et Nancy Fraser estime que ce critère, il nécessite trois choses au moins: de penser la représentation politique, de penser les formes de reconnaissance requises pour participer, et qui fait qu'on peut s'exprimer sans honte, sans être invisibilisé en public aussi, et aussi les conditions en termes de justice distributive. Et je pense qu'on pourrait aller plus loin là-dessus, notamment parce que si on demande à chaque citoyen d'être en capacité d'argumenter, de se positionner par rapport à des arguments, de s'opposer différentes décisions prises, on a peut-être besoin davantage que de travailler le langage, la langue à l'école. Je ne veux pas tirer vers moi, mais en tout cas, pour travailler la philosophie et les nouvelles pratiques philosophiques, j'y vois par exemple des vigilances logiques importantes qui pour moi sont tout à fait transversales et qui mériteraient peut-être de se retrouver dans un travail notamment de l'infusante d'une toute autre école. Voilà, donc un enjeu d'arbitrage et un enjeu de justice sociale à approfondir pour moi, pour aller plus loin dans cette toute autre école, entre guillemets. Voilà. Mais... parce que le mien... Merci Thomas. Je vais maintenant donner la parole à Anne Barrère, qui est sociologue et professeure de sciences de l'éducation à l'Université Paris-Cité au sein du laboratoire Service. Anne Barrère, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle a développé beaucoup de recherches, elle a beaucoup publié, notamment sur les acteurs de l'enseignement, une publication tout à fait significative sur les enseignants, sur les élèves, sur les chefs d'établissement, j'appelle les managers de la République. Mais depuis quelques années, Anne s'intéresse
dans une certaine mesure, à la croisée d'une sociologie de l'éducation et de la culture, également aux jeunes dans ce qu'ils font, Bernard dirait, dans les 80% de temps de leur vie éveillée où ils ne sont pas à l'école. Et ces jeunes scolarisés, notamment leur usage des tutoriels, des vidéos sur Internet. Voilà, Anne, merci d'avoir accepté cette invitation et donc je te donne le micro. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. C'est difficile, hein, c'est trop tard pour changer avec le matin. Hein, donc, mais c'est très difficile parce qu'en entendant cette journée tellement riche, d'autres choses me sont venues que ce que j'avais prévu au départ. Je vais essayer d'être aussi concise que mon prédécesseur. Donc, évidemment, moi, je vais partir des accords que j'ai très profonds avec Bernard, avec ce qu'il propose, avec son livre, ses perspectives. Puis, je vais me décaler un peu pour en venir à des critiques vers la fin de cette première intervention. Alors d'abord, on ne se refait pas. Moi, je suis une chercheuse, j'affirme des choses. Bon, j'aime bien quand je lis des choses qui me donnent un peu raison, quoi. Et du coup, moi, j'ai écrit quelque chose il y a quelques années, un article un peu de synthèse, il y a assez longtemps, hein, à partir de ce que j'ai fait sur les enseignants et les élèves, pour dire qu'il y avait une critique qui était aphone, qui n'avait pas de voix à l'école. Et cette critique, je l'ai appelée éducative. Mais en fait, avec nous tous dans cette journée, c'était une sorte de mélange des critiques de ce matin, hein, entre la critique politique, la critique humaniste, etc. Enfin, c'était ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'école est soumise, ou le scolaire, je vais revenir, est soumise à des critiques. Et là, petit clin d'œil à quelqu'un que j'estime énormément les travaux, je le dis publiquement, à Hugues, et aux autres sociologues. Je pense que la critique en termes d'inégalité, que je connais par cœur, hein, sociologue de l'école, elle ne rend pas toujours compte de ces autres critiques. Que l'école formate à une époque où on veut se singulariser, que l'école, bon, c'est l'avenir, le job, mais les jeunes ont envie de réalisation présent, d'épanouissement présent. Et puis, bien sûr, on le sait, moi j'ai des travaux en ce sens, hein, des vieux travaux, l'école, dans cette autonomie qui, comme l'a très bien dit Bernard, est polluée, enfin il n'a pas dit ça comme ça, par un imaginaire actuel, l'autonomie, c'est la responsabilisation de sa réussite complètement seule, même quand on n'a pas les moyens de réussir, pour tout un tas de raisons que les sociologues ont analysé. Alors, du coup, moi, je suis pour, cet élargissement de la critique. Voilà. Et aussi à la notion d'imaginaire. Du coup, l'infusante me plaît. Et je préfère commenter l'infusante que les deux autres. J'ai mieux compris l'infusante. Parce qu'elle me paraît, moi, je ne vais pas jusqu'à grandir en humanité, c'est difficile pour moi, je ne suis pas philosophe, je vais grandir tout court. Comme sociologue de la jeunesse, je trouve que ce qui se passe en dehors de l'école, les 80% que tu évoques, effectivement, font trop divorce avec ce qui se passe à l'école. Des explorations, des constructions d'identité, les psys le savent, etc. Des choses formidables qu'on réalise au présent, des expériences, des échecs, du numérique, de la consommation excessive, on ne dit plus addiction parce que c'est trop normatif parfois, mais bon, bref, tout ça, eh bien, je trouve, c'est vrai que c'est trop à distance. Et donc, l'infusante me plaît parce que c'est une proposition d'accueil et de travail de ces expériences. Une des choses qui me plaît le plus, c'est les groupes. Les groupes qu'on pourrait travailler, qui seraient parfois mixtes, parfois pas mixtes, suivant âge, enfin, ce n'est pas encore très précis. Je trouve ça formidable parce que le constat, c'est qu'il y a une sociabilité juvénile aujourd'hui dans l'école qui n'est absolument pas travaillée, en tout cas en France. Je crois en France particulièrement peu, mais enfin, mettons que peut-être vous aussi un petit peu. Il y a une sociabilité juvénile qui est très peu travaillée par l'institution, sauf maintenant un peu par le harcèlement, enfin des choses très dramatiques, mais dans l'ensemble, ça n'est pas. Et surtout en négatif, voilà, harcèlement. Mais on ne dit pas ce que les uns apportent aux autres, etc. Donc ça, l'infusante me plaît pour ça. Elle me plaît parce qu'elle propose aussi une diversité d'expériences. Je trouve que l'expérience démocratique a trop peu de place parce que je trouve que ce qu'a dit Christian Marois tout à l'heure est très, très important sur l'inquiétude majeure qu'on peut avoir hein, face à d'autres écoles et d'autres sociétés qui ne partagent pas nos quêtes et que la démocratie, sans doute, gagnerait à être plus au cœur de nos réflexions. Et là aussi, c'est sûr que la critique des inégalités la prend en charge, mais pas dans le processus même. Elle ne parle pas de ce qui se passe dans l'école, dans la relation pédagogique, dans la domination prof-élève. Elle n'en parle pas beaucoup. Et donc, je pense ça. Et donc, je trouve que l'infusante, c'est très bien.
pour tout ça. La fusante, il y a du scolaire. Bernard concède une petite part de scolaire. Il dit il y a un petit bout, il pourrait quand même y avoir quelques cours et tout ça, un peu comme aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est là où je prends quelques minutes pour discuter, m'éloigner. C'est-à-dire que Bernard, alors Illich voulait déscolariser la société. Bon, ça n'a pas marché. D'ailleurs, Bernard le reconnaît puisque l'école est très centrale et hégémonique. Alors, Bernard veut déscolariser l'école. Un peu, quand même. Bon. Et donc, même beaucoup, et à tel point qu'il veut la débaptiser, pour finir. Hein. C'est la fusante. Moi, ce thème, je le trouve très bien, mais... Et du coup, moi, c'est quand même un peu bizarre ce qui se passe autour du mot scolaire. Alors, Pierre Bourdieu disait quelque chose, je ne vais pas vous faire un cours sur Bourdieu, mais il disait c'est quand même bizarre, une école qui trouve les élèves trop scolaires. Parce qu'à l'hôpital, on ne trouve pas les gens trop malades. Parce que non, l'institution, elle est faite pour les soigner. Voilà, c'est un peu bizarre. Alors, lui, il avait son système d'explication de ça, hein, qui, je pense, ne marche plus complètement aujourd'hui. Mais pourquoi on n'aime pas ce mot scolaire? Voilà. Alors, du coup, à partir de là, moi, je trouve je suis d'accord que c'est une question d'imaginaire, mais je ne vois pas pourquoi on évacue forcément le mot scolaire. Je suis d'accord pour dire que le scolaire est une contrainte qui n'est plus vécue comme émancipatrice par beaucoup de jeunes, et que c'est un gros problème. Mais moi, je suis plutôt d'avis, alors justement, j'ai travaillé là-dessus, j'ai vu que tu disais que non, il ne fallait pas faire ça, je suis plutôt d'avis de repenser un autre imaginaire scolaire autour des exercices. Moi, je suis d'avis qu'il faut d'autres exercices, hybridés, etc. Je suis peut-être d'avis, et je vais terminer là-dessus, ça va très vite, de dire que l'école dans la modernité, la seconde modernité, et c'est Bernard évidemment, et puis toute l'équipe pense ça, comment une école peut rester moderne, mais dans les contextes qui changent avec le rapport à l'incertitude. Moi, je pense que le scolaire peut rester émancipateur. Et là, je vais porter la discussion un peu plus loin, parce que tu ne résous rien en disant il y a des choix. Alors, super, c'est super séduisant. D'ailleurs, il y a un peu des options, etc. Bon, de temps en temps, voilà. Il faut beaucoup, beaucoup plus de choix. Mais tout à l'heure, en ligne, je ne sais pas s'il est toujours en ligne, Arnaud Thomas a dit l'imaginaire du choix individuel, il est lié à l'imaginaire que tu combats. C'est l'imaginaire du marché, c'est l'imaginaire de la consommation, c'est l'imaginaire. Bon, alors du coup, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des choix que ces choix vont être dans cet autre imaginaire. Donc, il faut bien, excuse-moi, peut-être une petite coupure entre le choix tel qu'il est dans la société et le choix tel qu'il serait dans l'infusante. Et donc, cette coupure, au fond, elle est bien ici émancipatrice, parce que ce ne serait pas la marchandisation. Et d'ailleurs, tu as mis une concertante pour filtrer le marché et pour que ça ne soit pas vraiment le marché. Et donc, cette coupure, c'était ce qui faisait émancipation avant. Vous le savez, dans l'école et en France, on est dans une espèce de théologie avec ça. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des moyens, par exemple, la déconnexion? On s'accorde quand même pour dire que de temps en temps, pour bosser sérieusement, il faut se déconnecter un peu. Bon, la déconnexion, c'est aussi la coupure. On pourrait le choix, il y aurait des choix, etc. D'ailleurs, il y a des vocabulaires à l'intérieur de l'école. La persévérance aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'idée que les temporalités archi-brèves, archi-dispersées, archi-découpées qu'on vit tous, partout, ce n'est pas forcément formidable pour faire grandir. Hein. D'ailleurs, Tisserand, le psychologue, a dit pas d'éprendre en 3 ans. Donc, la déconnexion, ça peut être un imaginaire scolaire émancipateur. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt d'avis de travailler là-dessus. J'ai oublié de dire un truc important, donc tant pis, j'ai explosé une minute le temps. Je trouve que ce qu'il y a de très formidable dans l'intuition de Bernard, c'est que cette école qui reste moderne, on est dans des sociétés qui font l'éloge de la diversité culturelle à tous égards. On l'entend beaucoup dans les rhétoriques scolaires, la diversité des élèves, l'inclusion, Christian a fait allusion tout à l'heure, etc. On entend très peu d'éloges de la diversité pédagogique. On entend plutôt l'idée qu'il y a des bonnes pratiques pédagogiques qui sont mesurables, c'est le nouveau management public, efficace, etc. Alors, en tant que chercheur, on se dispute si c'est vrai, pas vrai, etc. Je me demande si, moi j'entends le plaidoyer pour une diversité pédagogique, mais où le scolaire, dans ce qu'il porte de spécifique, par exemple, un savoir qui effectivement, par moment, descend de quelqu'un qui est spécialisé vers des gens qui ensuite en font des choses, eh bien, pourrait coexister avec des pédagogies expérientielles.
Et ta proposition, en l'entendant cet après-midi, est très pédagogique, je trouve. Et même la lettre de mission, elle peut être lue comme une manière de l'éloge d'une certaine pédagogie qui n'est pas nouvelle. Il y a eu beaucoup d'ancêtres de cette pédagogie, mais tu proposes de l'approfondir dans le contexte d'aujourd'hui, et c'est bien sûr passionnant. Ouf, excusez-moi pour le dépassement. Vous êtes en plus très autodiscipliné. Voilà. Beaucoup d'entre vous connaissent Jean Demain, qui est philosophe et sociologue et professeur de sociologie ici à l'UC Louvain. Jean, tu es également le directeur du CRIDIS, qui est un des centres de recherche de l'Institut IACOS. Et tes propres travaux de recherche portent sur beaucoup de choses, mais entre autres sur les questions de rapport à la norme, de normativité et de transformation des normes dans les sociétés contemporaines. On voit qu'on n'est pas très très loin à certains égards des réflexions que nous suggère Bernard. Voilà, je te donne le micro, Jean. Médiatisé par les collègues. Bonjour toutes et tous. Je suis moi aussi très content d'être présent pour cette discussion. Alors, je vais être très bref. Je suis enthousiasmé par l'idée de poser la question des finalités de l'éducation. Peut-être que c'est une manière de sortir, non pas de la pédagogie, mais du pédagogisme qui a marqué les 30 dernières années du champ de l'éducation. Je suis enthousiasmé par l'idée que le sociologue, comme le pédagogue, le psychologue, doivent, dès qu'ils posent des questions de finalité, s'adresser aux philosophes. Spinoza, dans le cas de Bernard, ou d'autres, on a présenté Spinoza, mais pour des raisons que nous discuterons. Donc, c'est très important si on veut désenclaver le débat sur l'éducation qui est effectivement très Deuxième, je suis super enthousiaste à l'idée énoncée par Bernard. Au fond, l'éducation est un champ spécifique qui est irréductible non seulement au marché, mais même à l'administration. C'est deux grandes forces que la théorie critique connaît bien, qui sont les deux forces de réification au sein des sociétés modernes. L'école est souvent vue comme un écran où se projettent d'autres normativités, celle du marché, celle de la démocratie, où l'école est vue comme un instrument au service du marché ou au service de l'État. Eh bien non, l'école est au service d'elle-même. L'école est au service de l'éducation, et l'éducation a sa propre normativité intrinsèque, et c'est le sens, posé la question ce matin, du nous. Nous les éducateurs. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne sommes pas des entrepreneurs, nous sommes des éducateurs, et nous devons créer bien d'autres choses que de la normativité politique, au sens restreint du terme, ou de la normativité économique, au sens restreint du terme. Il y a quelque chose de spécifique qu'il faut se réapproprier et défendre en tant que collectif au sein de la société. Cela me semble essentiel. Je suis enthousiaste à l'idée de connecter la crise, effectivement, de l'école ou des difficultés en tout cas de l'école à la seconde modernité. Nous sommes dans la seconde modernité, ne rêvons pas d'en sortir, surtout abandonnons les éloges de la Troisième République, on sort dans le pays, mais bon, c'était abominable, la Troisième République, c'est aussi grave que les Républiques dogmatiques en Belgique, donc ne rêvons pas de revenir à une modernité infiniment critiquable. Nous sommes dans la deuxième modernité, nous sommes dans une modernité effectivement individualiste. La question se pose à l'intérieur de cette modernité, et effectivement, Bernard pointe bien le problème, l'individualité, la valorisation de l'individualité, ce n'est pas la responsabilisation individuelle. Nous azimuts fait poser sur l'individu l'ensemble des déterminismes sur lesquels il n'a pas barre. Donc,
nous sommes effectivement d'accord là-dessus et je pense que c'est très important. Alors, comme je suis discutant, il faut bien que j'amène quelques questions de discussion. Alors, je vais en amener trois. Première question de discussion. La forme scolaire a des difficultés, est-elle en crise? Moi, ma réponse serait non. Elle a de beaux jours devant elle. Elle a de beaux jours devant elle parce qu'elle est très résiliente, elle a montré, elle est même universaliste. C'est impressionnant au niveau de la mondialisation de voir comme elle s'étend en dehors de l'Europe, qui est son lieu de naissance. Donc, elle est très peu critiquée. Elle est universalisable. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est malléable. Elle est très malléable. Les quatre principes qu'isole Bernard peuvent être réinterprétés de façon très diverse. Et deuxièmement, parce qu'elle a une fonction, c'est justement d'autonomiser l'école. Elle fonde véritablement l'autonomie du champ scolaire. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt de plaider en faveur de l'abandon de la forme scolaire. Elle peut même devenir, je vais peut-être y venir après, une contre-culture. Elle peut devenir un bastion de résistance. En raison même de la coupure qui s'installe entre l'école et le reste de la culture et de la société, à une seule condition. Et que ceux qui sont dans la citadelle la défendent. Ça, c'est la condition. Donc, premier point de discussion, celui-là. Deuxième point de discussion, j'ai entendu avec effroi une attaque volontariste contre le socle commun. Je suis un grand défenseur du socle commun. Je pense que c'est le meilleur service que l'école peut rendre à la vie démocratique et à la vie sociale, c'est de partager les connaissances communes. Je pense que je vis sous la plume de Bernard, je ne peux pas vous coucher. Bon. Pourquoi, dans le menu d'histoire, privilégier exclusivement et imposer à tous tel ou tel forme de l'histoire, alors que dans son domaine, le jeune d'origine turque sera par exemple intéressé par l'histoire des relations migratoires entre Turquie et Europe, tandis que le jeune migrant africain sera intéressé par l'esclavagisme ou la colonisation. Mon Dieu! Si on veut détruire un espace de discussion, on se met à raisonner comme ça. Il est tout à fait essentiel que le jeune et que le jeune sache quelque chose de la colonisation et de l'esclavagisme. Bien sûr qu'il faut bien plus qu'une langue pour parler ensemble. On a besoin d'histoire commune, on a besoin de géographie commune, on a besoin de langage formel commun. Donc, je trouve que cette valorisation de l'option est effectivement la plus menace qui pèse aujourd'hui sur la scolarité. Il y a un peu rudement, évidemment, on peut imaginer la question, ce qu'on fait déjà, n'est-ce pas, au niveau des options. On propose à des jeunes gens de 15 ans de choisir entre des disciplines dont ils n'ont jamais entendu parler, ce qui fait que c'est un groupe technique. Et on a dit, un groupe séminaire. Bon, le kit, c'est le C'est l'expression que je suis entendu. J'ai presque dit. Troisièmement, et c'est la remarque de laquelle je tiens. J'ai été très frappé de la défense italienne, bien connue par ailleurs, de la valorisation du vécu et de l'expérience. Je suis inquiet, je le dis franchement, lorsque on nous explique qu'il faut partir de la situation du jeune et surtout y revenir. Ce n'est pas ma vision de l'éducation, de ce qu'on peut espérer de l'éducation. Ce qu'on peut espérer de l'éducation, c'est un descendant. C'est une compréhension de situation. Alors évidemment, il faut peut-être partir de la situation du jeune, il faut bien l'intéresser.
par la série qui passe pour l'instant. Et on passe du débat dont on lui rebat les oreilles sans cesse sur les autres, dans la famille, sur le harcèlement, le sèchement. On parle de là, certainement pas pour y rester. On raterait complètement la question si à la fin d'une scolarité, un jeune n'a pas l'intérêt ou des situations qui lui échappent radicalement et qu'il a découvert, oui, éloge de la fiction par l'imagination. Si il n'est peut-être pas très porté à l'amour-passion, mais peut-être qu'il aura découvert avec Anna Karénine ce que c'est l'amour-passion. Et donc, il aura pu entrer en empathie avec un étranger fictif. Et si vous, je suis d'accord avec Martin Nussbaum, si vous ratez cette compétence de vous identifier aux radicalement étrangers, si vous ratez le décentrement, il n'y a pas de démocratie possible. Il n'y a que des groupes d'intérêt repliés sur ce précieux vécu qui est tellement local qu'il rend, c'est le sens même de l'expression, le sens étymologique, idiotie. Être idiot, l'idiotie, c'est justement, au sens grec du terme, ce qui est particulier. L'école est là pour universaliser et projeter vers une expérience inaccessible, vécue de l'enfant, une perception et une compréhension de vécu étranger. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Frédéric Sausset. Frédéric est psychologue de formation. Il était dans les aussi à l'UCLouvain. Et il est depuis pas mal d'années professeur au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke. Frédéric, le cœur de tes intérêts de recherche, c'est la théorie de l'activité, l'analyse de l'activité, et en particulier cette activité singulière qu'est le travail. Je crois que c'est à partir de cet angle-là, notamment, tu vas un peu réagir. Merci Vincent. Alors, il y a une première chose que je veux faire avec vous, c'est pas nécessairement parler du bouquin, c'est parler de ce que j'ai vécu aujourd'hui et de la manière dont j'ai été affecté par ton humanité, Bernard. J'ai trouvé assez remarquable l'humilité dont tu as fait part et surtout le risque que tu as pris de t'exposer dans ta vulnérabilité. J'en ai presque les larmes aux yeux. Tellement ça m'a profondément affecté. Puis je crois qu'ici dans la salle, ce matin, ce qui a été lié à des expressions d'émotion en lien à ton intervention, témoigne bien que tu nous as fait un cadeau extraordinaire au nom de ta quête et aussi de la mise en mouvement que tu voulais générer. Et pour ça, je voulais dire chapeau. Puis je suis à peu près certain qu'ici, tout le monde dans la salle, s'il avait un couvre-chef, le lancerait en l'air. Et pour cela, je te remercie. Alors oui, je ne vais pas vous parler d'école en fait de manière générale. L'infusante m'intéresse. Elle m'intéresse aussi en lien avec ce que Bernard essaye de toucher à travers la joie. Il parle d'autonomie, moi je vais plutôt vous parler de liberté, en référence à Spinoza, au risque d'irriter certains d'entre nous. Je vais vous donner une petite citation. Les hommes se trompent en ce point qu'ils pensent être libres. Or, en quoi consiste une telle opinion? En cela seulement qu'ils ont conscience de leur action et ignorent les causes qui les déterminent. Je vais revenir à plusieurs reprises sur cette proposition, notamment sur la question de l'opinion d'une part, et puis aussi sur la recherche des causes. Et du coup, ce que je vais essayer de vous proposer là va se déployer sur 3 éléments. Je vais travailler un peu sur la proposition de structurer les contextes d'action de l'infusante en référence à l'expérience, ce que tu as appelé les contextes d'action expérientiels, probablement en recoupant pour une part la critique de Jean. La proposition de tenir à bonne distance les activités de conceptualisation disciplinaire. Je ne parlerai pas de socle de compétences, mais je parlerai de savoir qui donne du pouvoir, de powerful knowledge. Il faut donc savoir que peut-être les disciplines scolaires ne sont pas nécessairement considérées comme étant le loup dans la bergerie. Et je reviendrai sur la question de
l'hétérogénéité des collectifs. Alors pourquoi j'ai introduit Spinoza et la question de la liberté? Parce qu'en fait, depuis plusieurs années, j'interviens dans des milieux auprès de collectifs, puis ça concrétise un peu le nous. Alors, ce n'est pas un collectif abstrait, ce sont des collectifs, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans une même organisation, qui peut être une école, un centre d'action culturelle, ou un collectif de personnes qui sont marginalisées et veulent retrouver le marché de l'emploi et donc s'engagent à participer dans des dispositifs visant à les accompagner dans ce périple. Et à travers ces expériences-là, je me pose la question de savoir, en fait, finalement, comme chercheur, intervenant, quand on participe à de tels dispositifs, à quelles conditions on peut éventuellement rendre ces dispositifs-là des dispositifs qui permettent aux individus de gagner en liberté, de marcher sur le chemin de la liberté, au sens de Spinoza, c'est-à-dire d'être conscient des déterminismes, de pouvoir les infléchir, d'agir en pleine connaissance de cause. Et du coup, ça ouvre la porte à ma première critique, d'une certaine manière, sur la dimension de cette entrée expérientielle. Dans ces travaux-là, mais je ne suis pas avec des enfants, je suis avec des jeunes adultes dans certains cas, la plupart du temps quand même, avec des adultes en situation de travail. On part bien d'expériences vécues, on s'engage bien dans des démarches d'enquête, c'est-à-dire de recherche, d'essayer de comprendre cette situation-là, dans quelle mesure elle m'affecte, c'est-à-dire qu'elle me plonge non pas peut-être dans une joie, mais dans une passion triste, pour le dire à la Spinoza. Comment je participe à cette situation de telle manière qu'elle m'affecte? Et on la déconstruit. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qu'on fait, on fait un travail que tu effleures dans cette partie-là, avec ce rapport concret, abstrait que tu vas rechercher chez Paulo Freire. Mais ça veut dire qu'il y a quand même, malgré tout, chez moi, une vision peut-être un peu trop moderne, peut-être que moi j'aurais dû passer à la deuxième modernité, que je suis resté coincé à la première, mais que certaines formes de pensée, émotion, de pensée nous projetant vers l'action, peuvent participer éventuellement à l'accroissement de notre puissance d'agir, en fait, à l'accroissement de ce que tu vises, du pouvoir, du contrôle sur nous, un collectif, et du contrôle sur soi. Alors, d'une certaine manière, je rejoins vraiment la critique de Jean sous cet angle-là, ce travail sur les causes, ce travail où en fait les personnes ne sont plus collées en fait à une compréhension, voire même à une reconnaissance de leur travail à travers les effets qu'ils produisent, mais à travers la connaissance des causes qui sont agissantes dans la situation. Je ne suis pas sûr, du coup, pour reprendre le terme de Vygotsky, qu'on part de l'expérience et qu'on y revient, comme le disent des gens, c'est l'idée que nous sommes en mesure d'accompagner sur la durée, aider au long cours, dans la durée, tu disais, des personnes de manière à ce qu'elles puissent se hisser une tête au-dessus de leur expérience. Et donc, je crois qu'il y a un danger à envisager l'infusante à travers uniquement une pédagogie active qui servirait en fait finalement de partir des expériences comme prétexte à engager les personnes dans des démarches de projets structurés autour de centres d'intérêt, si elle n'a pas cette exigence qui était présente dans l'enquête chez Dewey, mais dans ses travaux sur l'expérience effective, d'une saisie d'une idée, de sa mise au travail, parce qu'elle nous permet de restructurer notre expérience et notre rapport à la situation de manière à gagner en pouvoir sur nous et sur la situation. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je vais y aller plus vite parce que là, le temps passe, mais c'est quand même cette idée de garder à bonne distance les savoirs disciplinaires. Alors moi, je ne parlerai pas de socle de compétences, mais en sociologie du curriculum, tu le sais, on a d'abord beaucoup décrié les perspectives disciplinaires parce qu'elles participaient d'une certaine manière à une forme de ségrégation et d'exclusion sociale, notamment pour les enfants venant de milieux ouvriers. Mais déjà, au début des années 70, Bernstein nous rappelait quand même qu'il y avait peut-être une valeur cognitive à certains savoirs scolaires. Et puis, dans le courant des années 2000, Michael Young a fait comme une espèce d'acte de contrition en se disant « j'avais tout mauvais avec une certaine vision du constructivisme tel que je l'ai défendu ». Non, effectivement, peut-être qu'on pourrait réfléchir à l'idée qu'il existe
bien sûr, des pouvoirs qui maintiennent les rapports de domination, mais que peut-être qu'il existe ce qu'il appelle des powerful knowledge, des savoirs qui donnent du pouvoir. Alors, avec une vision qui voudrait contribuer au niveau de l'infusante à permettre la fabrication de l'humain, alors pour moi, pour le coup, l'humain, c'est une conscience critique, hein, qui émerge dans un rapport dialogique à un autrui qui lui permet de s'affirmer comme sujet, qui lui permet de s'affirmer comme sujet dans son action et dans ses affects. Pourquoi se priver éventuellement de tels savoirs si réellement ils nous permettent de paver le chemin vers la liberté des personnes? Et la troisième chose sur laquelle je voudrais venir, je crois que je suis encore dans le temps, une minute, c'est sur quelque chose de plus concret, sur l'homogénéité et l'hétérogénéité de tes groupes. Bon, on a des groupes de 20, comme tu l'as dit, on peut trouver un accord par rapport à ça, mais ne pourrait-il pas être par moments homogène et par moments hétérogène? La dimension d'homogénéité, moi aussi j'y résiste. Hein. Je le dis parfois sous forme de boutade à mes étudiants, quand un volcan se contemple le nombril, il n'y voit que du feu. Alors mettez tout le monde dans le même panier, venant même origine sociale, même expérience, mais il ne sortira peut-être pas grand-chose. Mais quand on est dans des situations où, à travers l'analyse d'expériences vécues, on veut faire prendre conscience à des enfants ou à des adolescents des structures de domination dans lesquelles ils sont pris, des rapports d'oppression dans lesquels ils sont pris, Paulo Freire nous indique quand même que pour pouvoir expulser l'oppresseur de l'imaginaire de l'oppressé, il y a un travail en homogénéité qui est à faire. Et probablement que si on veut travailler, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui me disait à ceux qui jouent au tennis parce qu'ils viennent des classes favorisées, aussi les faire réfléchir aux privilèges dont ils sont les héritiers, la manière dont ces privilèges viennent habiter les rapports et éventuellement les mettre dans des rapports de domination par rapport à leurs amis, peut-être qu'il faudrait aussi que cela se passe dans des espaces protégés, peut-être homogènes. Et donc, sous cet angle-là, je crois qu'il y aurait aussi bénéfice à penser des rapports entre homogénéité et hétérogénéité, justement au bénéfice d'un travail sur les rapports de domination qui persistent au sein de l'école. Déjà, moi, j'ai envie de dire vraiment merci. Moi, ça vient de faire des 10 minutes. Sincèrement, pour les énormes contributions, les éléments de discussion que vous apportez, qui viendront encore enrichir la réflexion et le travail de Bernard, qui n'est pas clos. Mais je vais tout de suite passer à la deuxième question, donc je vais vous rendre le micro. Comment est-ce qu'on positionner par rapport au processus de changement qui est esquissé par Bernard à certains endroits de son ouvrage, et notamment dans la dernière partie. On va reprendre le même ordre dans le tour de table, a priori en tout cas. Thomas. Oui, c'est une question difficile. Pour moi, la force d'une utopie, c'est de nous aider à prendre conscience des marges d'action qui sont les nôtres, donc de là où on est, comment on peut résister, comment on peut transformer les choses. Et là, j'ai une certaine difficulté par rapport à la proposition de Bernard Delvaux, qui tient à son rapport aux politiques. Je vois une grosse dichotomie entre, d'une part, une certaine critique assez radicale des politiques publiques et éducatives en particulier, qui ne vont pas à la racine des choses, ça j'entends, qui sont aussi marquées par un imaginaire capitaliste, et d'autre part, l'appel à des constituantes, à des assemblées constituantes, mais dont je me questionne sur la stabilité à travers le temps, si le mandat des citoyens est très court dans le temps. Donc, je me questionne aussi sur comment elles se dépatouillent avec cet imaginaire capitaliste. Qu'est-ce qu'elles font des impératifs d'accélération, de croissance, d'innovation? Comment on fait avec ça? Et c'est cette dichotomie qui m'embête. J'ai l'impression que si on veut avancer, il faut peut-être, bon, c'est une position qui s'exprime parce que elle vient de là où je suis aussi, là où je travaille, qui est un mouvement où on travaille avec des acteurs politiques, avec des fédérations de PO et autres. Mais pour moi, il faut être plus dans la critique interne et c'est une façon de faire cheminer la lettre de mission, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a une marge de manœuvre dans les recherches que je mène. J'ai l'impression qu'il y a du répondant, il y a une place pour dialoguer avec les représentants politiques, place pour dialoguer avec les fédérations de PO. Sur plusieurs chantiers du pacte pour un enseignement d'excellence, je vois qu'il y a une place à prendre et je vois qu'il y a une place qu'on peut habiter aussi pour discuter d'un certain nombre de questions relatives au cadre, au fonctionnement, aux finalités. Et donc, je regrette un peu que ce combat pour une toute autre école, pour faire pousser cette quête vers l'avant, il ne se traduise pas par des actions concrètes. J'ai l'impression que les assemblées constituantes, elles sont déjà là quelque part. Et il ne tient qu'à nous de nous en emparer, de nous les approprier, de négocier une marge de manœuvre et d'essayer à partir d'elle, disons, de faire avancer ces 4 items, notamment que propose cette lettre de mission. Voilà.
Bon, peut-être que je suis aussi naïf quelque part, peut-être plus naïf qu'un discours qui est utopique, mais en tout cas, j'ai le sentiment, depuis le travail que je fais, notamment par rapport au plan de pilotage ou d'autres réformes, qu'il y a vraiment une place à prendre au niveau politique, qu'il y a vraiment du répondant, il y a vraiment une demande. Et donc, je serais pour rapprocher justement l'utopie de la critique radicale du politique, en tout cas en particulier. Bon, quant à moi, je vais repartir d'une impression par rapport à ce rapport au changement. Moi, je suis aussi une sociologue des enseignants. J'ai travaillé le rapport des enseignants au changement aussi aujourd'hui dans l'école. Alors du coup, bon voilà, j'ai l'impression qu'il y a une double proposition. Celle en termes d'imaginaire, dont le collègue spécialiste de Castoriadis a dit que c'était immaîtrisable. Et puis toi aussi, tu le dis. Et ça aussi, ça influe dans la société, on ne peut pas le maîtriser. Et puis Hugues a dit, bon, encore faudrait-il que les couches dominantes qui ont des intérêts au fonctionnement de l'école telle qu'elle est, ils soient d'accord. Et bon, ce n'est pas une petite objection quand même, cet imaginaire doit être protégé. Après, il y a la très belle phrase de Paul de Frère hein, sur il faut libérer l'oppresseur. Alors, l'oppresseur se libérerait-il moi, j'ai envie de dire que oui, l'imaginaire scolaire, on peut faire des petites choses et on peut aussi regarder des petites choses. Et en tant que sociologue de la jeunesse, plutôt étudiante, etc., je suis intéressée par la révolte des premiers de la classe et par un certain nombre de phénomènes qui sont minoritaires, mais dont un sociologue du travail que je lis actuellement dit qu'ils sont peut-être aussi très présents en milieu populaire, mais qu'on ne les voit pas, qui est la remise en question de certaines destinations sociales, y compris très prestigieuses. Et du coup, voilà, tout ça pour te dire qu'il ne faut peut-être pas désespérer aussi des petites pierres. Et je me demande si le rôle du chercheur, c'est pas aussi justement de les inventorier et puis de les regarder. Et j'en reviens à ta réflexion sur notre rôle comme chercheur. Juste pour ça, cet imaginaire, moi, je trouve aussi que, c'est ce que tu as dit à la fin, réussir à l'école, c'est désencastrer de réussir sa vie. Mais réussir sa vie, alors tu as besoin des philosophes aussi pour ça, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une diversité à regarder dans les projets de réussir sa vie. Et je pense que le problème de la critique, j'y reviens sur les inégalités, c'est qu'elle est restée associée à des performances scolaires, trop unilatéralement associées, d'après moi, à un imaginaire unique, un peu, en tout cas en France. Hein, on grimpe jusqu'aux grandes écoles, en dehors des grandes écoles, c'est nul. Bon, et donc du coup, on est toujours les perdants au-delà des 8% qui accèdent aux grandes écoles. Donc, voilà. Donc il y a cet imaginaire-là, je crois, qui n'est pas complètement dénoncé par la critique. Mais j'ai eu l'impression, comme vous, qu'il y avait aussi un édifice politique un peu contradictoire, qui est surmaîtrisé, surprogrammé. Alors après, il y a 3 institutions. L'éloge de la diversité. Ce n'est pas l'homme pluriel, comme dit mon collègue Bahir, c'est les institutions plurielles. Et ça, du coup, ça participe à ta sensibilité à cette modernité aujourd'hui, je crois. C'est l'institution réseau, un peu, hein, voilà, avec l'idée qu'il faut circuler entre les institutions. Bon, ça reste un peu mystérieux. Bon, moi, si je prends ma casquette de sociologue compréhensif des enseignants, j'ai l'impression que c'est une méga réforme. Une super méga réforme. Ouf. Et peut-être, alors, certes, qui est presque une utopie, mais qui est aussi une réforme extrêmement exigeante. Voilà. Et du coup, je repars de ma enquête la plus récente, c'est sur l'éducation artistique et culturelle, qui fonctionne en France, en Belgique, il doit y avoir l'équivalent aussi, qui fonctionne comme une utopie. Hein, l'école va mal, on va sauver l'école en faisant venir un artiste 20 heures et en le faisant dialoguer, parce que l'art, bon, alors, moi j'en suis convaincue aussi, j'aime beaucoup ces projets. Mais il y a un côté utopique. Alors, on est là, les sociologues, on dit, oh ben non, ça ne marche pas. Hein, et c'est vrai qu'au départ, on nous demandait quand même de vérifier que cet artiste, il augmentait les résultats en maths. Hein. Et ça, c'est l'imaginaire actuel. Hein. Bon. Alors, on a dit, ben non, on ne sait pas le faire. Voilà. Mais on a dit, ça fait d'autres choses, des petites choses. Et puis là, ouf, on a lu un peu et on est tombé sur le concept d'hétérotopie de Foucault. Alors, je travaille avec une sociologue de la culture, on n'est pas des philosophes, mais ça nous a beaucoup plu. L'hétérotopie de Foucault, c'est l'utopie déjà réalisée dans les petits plis du social, dans les interstices du social. Voilà. Et donc, je me demande, Bernard, si le changement d'imaginaire, alors ça fait très Sciences Po Paris de dire comme ça, je n'ai pas fait Sciences Po Paris, c'est pas aussi, il ne faut pas aussi changer d'imaginaire du changement. Et du coup, c'est ça, moi, qui m'a un peu... c'est que j'ai l'impression que l'imaginaire du changement, dans cette triade d'institutions, il y a quelque chose que je ne comprends pas jusqu'au bout.
Et là encore, je suis hyper d'accord pour le fait qu'il faut qu'on pense la sociologie de l'éducation, pas seulement à partir de l'école, et moi je travaille beaucoup avec la sociologie de la jeunesse, mais aussi la sociologie du travail, je pense, et de ce qui se passe dans le monde du travail. Mais je me dis que notre rôle de chercheur, c'est peut-être plus que de proposer, enfin, tout comme moi je me sens incapable d'un édifice aussi ambitieux que le tien, mais notre rôle pour moi, c'est aussi regarder les hétérotopies, en parler, les étudier, parce qu'on ne les voit pas du point de vue des institutions. Très souvent, on ne les voit pas. Et ces hétérotopies, elles sont aussi dans les pratiques enseignantes au jour le jour. Et vu de la crise de l'institution, la crise de l'école, de la crise de tout, en haut, on ne les voit pas. Voilà. Le processus de changement, ça peut être deux points. Moi, j'aime beaucoup l'idée de concepteur. Il y a une critique dans cette idée de l'administration bureaucratique et de sa cage de fer, qui est évidemment la plaie du système scolaire actuel, fondé sur un imaginaire étatique centralisateur qui survalorise la régulation du contrôle par rapport à la régulation autonome entre maîtres, Jean-Daniel Reynaud, et il institue un rapport formaliste à la règle, avec des mesures, des points. Il y a des directeurs d'établissements dans la salle. Bah oui. Ils voient ce que je veux dire. Donc, je pense que effectivement, on devrait complètement changer de rapport à la règle, passer à un rapport Hermès. Donc, la règle est là pour permettre la communication. Elle n'est pas là pour imposer des formalismes et des formalités. Il y a deux formes de procéduralisation. Celle qui passe par les règlements et qui vous oblige de passer par étape par étape, comme sur les fameux logiciels ordinateurs avec lesquels vous allez vous battre ce soir, n'est-ce pas? Ou bien vous avez des procédures dialogiques, beaucoup plus informelles, et où on fait confiance aux interacteurs. Donc le modèle d'architecture générale de l'organisation du scolaire doit aller vers une polyarchie. Polyarchie, il y a plusieurs pouvoirs, oui, des écoles différentes, oui, une polyarchie délibérative, et non pas une polyarchie réglementaire et centralisée. Je pense que là, il y a vraiment, alors, je ne sais pas, Anne, on devrait un jour en parler, mais on est peut-être quand même un peu plus loin que vous. Les Français, je veux dire. Ah, beaucoup plus. Enfin, non, sérieusement. Ah oui, je voulais en parler, mais je ne l'ai pas fait. Sérieusement, on a un autre modèle, effectivement, qui est plus proche et qui est peut-être plus prometteur. C'est évident. Pour être un peu, faire un peu la différence, mais de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, nous avons une classe politique qui regarde beaucoup la France et qui espère pouvoir s'inspirer de ce modèle problématique. Premier point. Deuxième point, et j'en termine. Moi, je pense que on est engagé dans un processus de construction de normativité. Et il y a deux voies pour construire une nouvelle normativité. Vous pouvez, d'une part, vous appuyer sur des choses qui ont déjà été annoncées et qui annoncent, qui permettent de configurer réellement et de manière déterminée une morale post-conventionnelle, celle qui est appelée par la seconde modernité. Je dis post-conventionnelle, je ne peux pas développer, c'est au sens de Kohlberg, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça dans la salle. C'est-à-dire une morale fondée sur des principes et non pas sur des règles, qui appellent des procédures d'interprétation et qui permettent effectivement une forme de rapport pragmatique, beaucoup plus pragmatique, aux règles en fonction des situations, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de règles ou qu'il n'y a pas une disparition de la forme scolaire. Non, la forme scolaire, elle fonctionne comme un principe, pas comme une règle rigide. Par principe, il faut sans cesse distinguer
ce qui se passe à l'intérieur de l'école et du projet scolaire et ce qui se passe à l'extérieur, qui est tout à fait légitime, mais qui est différent, justement, qui doit être différent. Sinon, c'est ingérable. Vous tombez dans le barrage du Pacifique de Marguerite Duras. Vous êtes envahi par les eaux et l'école va sombrer, évidemment, dans un marécage. Donc, oui, il y a moyen de réarticuler une série de choses et ce n'est pas pris au sérieux par les programmes scolaires actuels. La distinction du droit et de la morale, est-ce que vous l'enseignez? Est-ce qu'on enseigne la distinction entre la morale et l'éthique existentielle? C'est la grammaire des sociétés libres. C'est sa grammaire. Mais elle n'est pas enseignée, elle n'est pas formalisée. C'est un point. Mais il y a une autre manière de faire. C'est de regarder autour de vous ce qui ne marche pas dans la culture. Or, la culture est en train de changer. Malheureusement, Bernard, je dois dire, je suis un peu déçu sur ce plan parce qu'il n'y a pas un mot là-dessus. Mais enfin, le numérique génère d'énormes pathologies. Pathologie de l'attention, hein, on en a parlé. Le numérique vous donne l'illusion du libre accès à la connaissance, comme s'il n'y avait pas de coût à l'accès à la connaissance. Je me souviens d'un étudiant qui m'a dit que Hegel, il n'y avait pas de problème pour lui pour apprendre Hegel parce qu'il était désormais en ligne. Je l'ai regardé, il m'a dit, mais oui, il était sur le site et effectivement, il y a des érudits qui ont mis toute l'œuvre de Hegel en ligne, c'est formidable, libre accès. Ah, et après, il faut comprendre, hein, les amis. Et pour ça, il faut quelques années. Donc, c'est ça l'illusion du libre accès. Le problème aujourd'hui dans notre société, c'est quand même le rapport à la science. Vous voyez quand même bien qu'il est très abîmé. Alors bon, j'ai entendu les critiques de la raison instrumentale. Enfin, Bernard, ça date des années 30. Non, mais sérieusement, il faut à un moment donné prendre acte d'un changement de société. Aujourd'hui, ce qui est menacé, c'est effectivement les procédures, l'idée dans le grand public que la science est fondée sur des procédures de validation qui sont supérieures à la discussion du café, du commerce et même à la discussion sur le plateau de télévision. Enfin, reportez-vous à l'épidémie, où on se mettait à discuter en direct sur les plateaux de télévision de la nature d'un virus. Désolé, les conditions institutionnelles n'y sont pas. Et donc, la défense de la science est aujourd'hui absolument centrale pour un projet scolaire, y compris s'il s'agit de lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité. Nous aurons besoin de professeurs de sciences, de professeurs de biologie qui croient à leur savoir et qui ne sont pas corrompus. Donc, mais je peux vous donner des exemples à l'université. La corruption, ça existe, y compris dans les milieux scientifiques. Donc, on se trouve devant des nouveaux enjeux dans le domaine de la culture qui peuvent nous indiquer ce que nous avons à faire dans une école. Justement, nous avons à défendre la science. Nous avons à lutter contre le scepticisme généralisé. Nous avons à soutenir l'attention des élèves, leur capacité de s'accrocher à une matière, de la comprendre. Oui, de comprendre Hegel. Ben oui, quand ils ont 18 ans. Donc, je pense que là, il y a tout un travail au fond d'identification de la nouvelle situation culturelle dans laquelle nous nous trouvons, qui n'a rien à voir avec celle du XXe siècle. Elle a complètement changé et qui nous permettent de penser ce qu'est notre nouvelle tâche, que ce soit à l'université, parce que moi je me mets dans le même bateau que vous, vous êtes dans le secondaire, dans le primaire, etc. Mais à l'université, on a exactement les mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes, qui nous permettent de penser ce qu'est aujourd'hui la tâche de l'école et ce qui permet effectivement de faire de cette forme scolaire non pas
une forme périmée qui doit se dissoudre dans la seconde modernité, mais au contraire une forme qui permet de résister aux multiples pathologies qui désormais sont à l'horizon de cette seconde modernité. Vous l'avez dans une drôle de position. Bon, première chose, ne vous effrayez pas. J'ai encore 3 points et je crois que je vais être un peu plus concis. Je ne serai pas sur le rapport à la science, moi je vais plutôt être sur le rapport que la science entretient avec les acteurs de terrain. Et Bernard, puisque maintenant, paraît-il, tu as une réification de Marx, je n'avais pas noté cette citation-là, donc elle n'est pas tout à fait par cœur et correcte, mais les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il est temps de transformer. Il nous fait une proposition avec l'idée d'instituer des sciences qui questionnent. Je me demande s'il ne serait pas temps qu'on institue des sciences qui transforment. En fait, dans une épistémologie marxienne, en tout cas critique, on pourrait presque même se dire qu'il ne peut pas y avoir de vérité sans projet de transformation lui-même. Et donc, il me semble que là, tu vois, je suis sur ton transparent avec les quatre types les 4 sciences, celles qui questionnent, pourquoi pas des sciences qui transforment, ou des sciences de l'éducation qui transforment, ou qui à tout le moins s'engagent dans la durée à être aidants, pas simplement confidents d'un jour, pour reprendre l'expression de Pierre Roche, aidant dans la restauration des capacités des personnes et des collectifs à s'indigner de leur situation. Paul Auffrère a laissé un manuscrit inachevé, intitulé, je vous le donne en français parce qu'il existe en espagnol et je ne parle pas espagnol, Pédagogie des indignés. À transformer cette indignation en un désir de reprendre le pouvoir sur leurs conditions d'existence et à s'engager dans un processus de conscientisation, une pratique, pavant la voie au développement de leur liberté. Alors, on revient quand même à une proposition que tu as faite, ça ne s'apprend pas tout seul. Je veux dire, et est-ce que la recherche ne peut pas aussi participer à la création d'espaces-temps qui permettent, en engageant des personnes dans des activités spécifiques, à ce qu'ils puissent reprendre la main sur leur destin. Ça rejoint des démarches cliniques qui éventuellement interpellent par rapport à un nouveau régime de production de connaissances, un régime de production de connaissances avec et pour les personnes avec lesquelles on travaille en tant que chercheur. Et mon deuxième point, Bernard, de telles démarches restent marginalisées et ne s'inscrivent pas dans l'imaginaire de la seconde modernité. Elles me contestent plutôt en aidant les personnes participantes à produire ce que Pierre Roche toujours appelle des savoirs de résistance. Mais dans nos façons de signifier la recherche, nous, universitaires, sa fonction, sa valeur, ses rapports aux politiques, ses rapports aux citoyens, ses rapports aux pratiques, est-ce que nous sommes au clair sur ce qui cause nos prises de position ? Et notre alignement sur une doxa scientifique dont, en définitive, peut-être nous bâtissons comme collectivité. Autrement dit, je te reproche peut-être de ne pas avoir aussi exercé un travail sur la manière dont l'institution recherche était travaillée par cet imaginaire de la deuxième modernité et évidemment dans lesquels nous pouvons être, nous, comme chercheurs, pris dans une logique qui serait assez semblable à une forme de marchandisation, mais ici de la recherche, de la mise en marché de nos résultats et éventuellement de la conquête de parts de marché de la part des chercheurs. Et puis, dans cette perspective-là, suffit-il de porter à la connaissance des acteurs des savoirs acquis grâce aux recherches sociologiques, si on veut les aider à faire reculer des passions tristes, à sortir de la passivité? Est-ce qu'un ange gardien va passer au-dessus de la maison ou de l'école et d'un coup de baguette magique va transformer la possibilité qu'ils puissent mobiliser des savoirs qui ont été fabriqués par des chercheurs? Dans quelle mesure les chercheurs ne peuvent-ils pas s'impliquer en tant que citoyens dans le cadre de leurs activités de recherche pour faire en sorte qu'ils puissent accompagner des personnes dans la mobilisation de certains savoirs? Donc c'est bien, d'une certaine manière, une vision d'une recherche impliquée que je défends, une recherche impliquée qui se fait aux côtés des acteurs, au bénéfice des acteurs et au bénéfice du collectif. Et puis, dernière chose, j'avais dit 3 points,
Ta diapo m'a quand même bougrement interpellé, qui plus est dans un contexte de transformation en profondeur de la formation à l'enseignement et des effets qui pourraient engendrer au plan institutionnel, ici en Belgique francophone, qui interpelle les sciences, la sociologie de l'éducation, les sciences de l'éducation. Naïvement, ne pourrait-on pas penser que la sociologie de l'éducation embrasse le pari des sciences de l'éducation et participe à l'institutionnalisation de cette pluridiscipline? Sommes-nous si moches en sciences de l'éducation pour que vous vouliez continuer à vous démarquer de nous et essayer de nous maintenir dans un rapport de domination? Et est-ce la sociologie qui constituerait la passerelle entre la philosophie et les sciences humaines et sociales? Parce que dans ce cas, à quoi bon l'existence des sciences de l'éducation? Ça se demandera sur les disciplines de travail objectif, c'est dans un centre de recherche en éducation. Voilà. Merci Thomas, merci Frédéric, merci Anne et merci Jean. Je pense qu'on a bien fait de ne pas prévoir la table de réponse, un temps de réponse de la table de on va tout penser de réponse à la fois tout est fait. Et bon, autour du drink qui suivra. Mais bon, vous avez compris. Vraiment, merci, parce que je pense que ces réactions que vous avez bien entendues, les éléments de discussion rouvrent le débat sur plusieurs angles. Et je crois que vraiment, ça contribue finalement à la recherche à laquelle, Bernard, que tu poses, quitte à encore questionner certaines modalités. Mais c'était le but de la journée. Et merci de nous aider à la fois de